revenir sur ce thème bien particulier de par l'expérience que j'ai pu avoir pendant pas mal d'années, mais je n'exerce pas actuellement les fonctions de chef de bassin. Voilà. Bon, alors moi j'ai fait plutôt sous forme conventionnelle mon intervention sur la gestion du risque de noyade avec le point de vue du chef de bassin. Donc le champ d'intervention du chef de bassin est multiple et dans le cadre de la gestion des risques de noyade dans les piscines publiques, sa responsabilité se doit engager de manière incontournable. L'objet de cette intervention vise avant tout à préciser d'une part le profil type d'un chef de bassin, d'autre part les missions qu'il est amené à remplir dans le cadre de ses fonctions, et en tout dernier lieu, les axes sur lesquels il doit être amené à agir de manière prioritaire. C'est une fonction particulière, car le chef de bassin peut être amené à gérer un établissement nautique sous la responsabilité d'un directeur de service ou d'un secrétaire général de mairie, entre autres, sans pour cela avoir le grade correspondant à ce degré de responsabilité normalement échu dans la fonction publique territoriale. Il est clair qu'on a, entre autres, différentes dénominations. On a des chefs de bassin, on a des directeurs de piscine. C'est un domaine assez flou par rapport aux responsabilités. D'autre part, on se rend compte que dans certains cas, nous avons des chefs de bassin qui ne portent que le titre de chef de bassin, qui ont le salaire du chef de bassin, mais qui n'ont pas les fonctions d'un véritable chef de bassin. Le profil type. Avant toute chose, force est de constater qu'il paraît incontournable qu'il soit titulaire obligatoirement d'un BESAN, d'un CEP-MNS, d'un PSE1 et d'un DSA à jour. Les connaissances requises pour l'exercice de cette mission sont indissociables de ce diplôme à jour. Il est clair que quelqu'un qui ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres qui constituent le métier d'un maître nageur aura beaucoup de mal à pouvoir diriger une équipe de maîtres nageurs et de mettre en place des processus, que ce soit dans le domaine de l'enseignement scolaire, dans le domaine de l'animation, dans le domaine de la surveillance. Il peut, et c'est dans la grande majorité des cas, relever du cadre d'emploi, on est là dans la fonction publique territoriale, il peut, et c'est dans la grande majorité des cas, relever du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ETAPS catégorie B, mais il peut aussi bien être issu de la catégorie C, opérateur des activités physiques et sportives, OTAPS, avec les fonctions de nageur, que contractuel. Donc je vous ai mis la définition du cadre d'emploi des APS. On va passer relativement vite sur ce domaine-là, parce que normalement on est censé maîtriser cette partie-là. Donc le chef de bassin a une parfaite connaissance de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité, et les établissements aquatiques, le POS, Code de santé publique, etc. Il maîtrise les statuts dans la fonction publique territoriale et les structures de la fonction publique territoriale, centre de gestion, CAP, CHSCT, CTP, médecine du travail. Il est clair qu'il doit avoir une vision globale du système dans lequel il évolue. Et il est généralement associé à des tas d'administrations auxquelles il doit se référer de temps en temps. Il connaît la réglementation imposée par les différents ministères auxquels il doit se référer et collabore avec les services de l'État. Donc préfecture, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, la Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, etc. Il dispose de connaissances approfondies de la pédagogie des APS. D'où l'importance d'avoir le titre de maître nageur sauveteur. Il connaît la réglementation de l'enseignement en milieu scolaire, code de l'éducation, sportif, code du sport et associatif, loi 1901. Il a la connaissance des aspects fondamentaux de la motricité humaine. Il a la capacité à la pratique des gestes de premier secours. Ça résume un peu ce qui a été dit au départ. Sur la surveillance, il organise l'accueil des usagers. Il assure la surveillance et le sauvetage des différents usagers. Appliquer le poste et les procédures de secours, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation. Il tient à jour les différents états comme main courante, fiche d'intervention, rapport d'accident. Il participe activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires. Activités et tâches liées à la tenue des équipements. Il vérifie chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état d'infirmerie. Vérifier chaque semaine l'approvisionnement et les dates de validité des produits de premiers secours. Ça paraît être une évidence, mais on se rend compte que dans pas mal d'établissements, on est un peu léger sur ce domaine-là. Il assure la manutention quotidienne, aménagement des bassins, ligne, parcours, rangement du matériel, système de levage, PMR, prêt de matériel. On l'a vu dans l'un des dossiers précédents, qu'on avait du matériel qui est rouillé et qui n'est pas en mesure d'assurer une sécurité absolue quand les enfants veulent s'accrocher sur des lignes d'eau. Donc ça fait partie des responsabilités normalement auxquelles on est confronté. Le chef de bassin doit avoir pour qualité la rigueur, le sens de l'organisation, de la disponibilité, avoir un sens développé de la pédagogie, du management, de la communication et savoir s'adapter aux situations d'urgence.
À l'énumération des critères qui devraient composer la fonction, l'on peut se rendre compte que son panel d'intervention est multiple et requiert une polyvalence et un socle de connaissances qui ne peut s'acquérir qu'avec une bonne pratique du métier de MNS et après avoir eu une expérience conséquente. Il est clair qu'on pourrait se poser la question d'avoir de jeunes maîtres nageurs nommés chefs de bassin à l'âge de 22-23 ans. Pour assumer l'ensemble de ces compétences, il faut quand même avoir un certain recul et une certaine vision de la profession dans sa globalité. Donc les définitions des principales missions directement liées à la gestion des noyades en relèvent les fonctions de chef de bassin. L'organisation des différentes activités en application des règles de sécurité. Conception et planification des manifestations dans l'équipement. Conception des plannings des éducateurs, gestion des congés et des absences des éducateurs. Animation et pilotage de l'équipe. Rédiger les rapports d'activité et rendre compte à sa hiérarchie. Repérer et réguler les dysfonctionnements ou solliciter l'arbitrage de la hiérarchie. Négocier et argumenter auprès des supérieurs, des élus et des différents partenaires. Participer au recrutement. Relayer l'information entre la direction et son équipe. Gérer les conflits entre usagers et ou entre le personnel. Donc, détecter les anomalies des matériels, veiller en lien avec les agents des services techniques au bon fonctionnement de l'équipement, gérer les conflits entre usagers et ou le personnel, assurer la continuité du service. Quand on fait le bilan du profil recherché et des missions concernées par la fonction, l'on peut se rendre compte que la responsabilité du chef de bassin ne peut être que prépondérante dès lors qu'un incident ou un accident a lieu. Il ne peut négliger aucun point. Il se doit de faire respecter les règles de sécurité. Pour cela, il doit s'appuyer sur du personnel compétent, motivé et formé. Quand celui-ci fait partie de la filière sport, étape sur étape, avec un respect des statuts par le biais des fiches de poste, cela est d'autant plus simple à gérer que ce personnel a pu et dû être formé lors de son incorporation dans la fonction publique territoriale. Par contre, se pose le problème de l'emploi des BNSSA. Alors que la loi du 24 mai 51, récemment transférée dans le Code du sport, indique que tout baignade d'accès payant doit, pendant les heures de l'ouverture au public, être surveillé d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du diplôme d'État, le décret du 20 octobre 1977, quant à lui, précise la surveillance des établissements de baignade d'accès payant est garantie pendant les heures d'ouverture au public par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé du sport. Ces personnels portent le titre de maître nageur sauveteur. Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité publique. Il s'agit là du BNSSA. Point d'achoppement pour la profession des maîtres nageurs. Donc, lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 du présent arrêté à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur. Je pense que beaucoup de piscines sont confrontées à ce type de problème. Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté est valable pour une durée limitée. Il est clair que la règle pour les baignades d'accès payant, c'est l'emploi des maîtres nageurs sauveteurs. En dehors des 4 mois d'été de forte demande saisonnière, l'emploi de BNSSA ne peut se faire qu'en assistance. C'est dire que le MNS, dans ce cas de figure dénommé en droit le commettant, est celui qui fait appel au service d'un autre, le préposé, BNSSA, pour accomplir une tâche. La responsabilité des commettants du fait de leur préposé est prévue à l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, qui prévoit que les maîtres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés. C'est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les maîtres et commettants. Ils sont donc responsables des dommages causés par leurs préposés, même en l'absence de faute de leur part. Cette responsabilité se justifie par le lien de subordination qui unit le préposé au commettant qu'il a choisi pour exercer une activité pour son compte et à l'occasion de laquelle est survenu le dommage. Donc, le commettant est un individu qui fait appel au service d'un autre, donc le maître nageur, le préposé, donc le BNSSA, pour accomplir une tâche. La relation entre le préposé et le commettant se caractérise par un lien de subordination, en ce que le préposé exerce son activité sous la direction et le contrôle du commettant. En effet, le préposé agit pour le compte du commettant, ce dernier doit donc donner des ordres, instructions au préposé pour l'accomplissement de sa mission et vérifier qu'il l'exécute correctement. Donc, l'existence d'un contrat n'est pas nécessaire à la caractérisation d'un lien de subordination entre le préposé et le commettant. Il suffit que le préposé soit sous la dépendance du commettant qu'il emploie. De même, peu importe que le préposé perçoive une rémunération et qu'il exerce ses fonctions à titre permanent ou temporaire. Beaucoup de collègues maîtres nageurs ne connaissent pas ce principe juridique, qui engage sérieusement leur responsabilité en cas d'accident et de noyade. Nous avons même eu à traiter des situations où un seul MNS, dans un établissement nautique, était assisté par 3 BNSSA dans une piscine qui comportait plusieurs bassins. Donc imaginez en cas d'accident quelle était la responsabilité du maître nageur.
Il faut donc revenir au principe de devoir de surveillance par des MNS et ne pas rester dans le possible de l'assistance. Il en va de la sécurité des usagers et de la qualité de l'encadrement du public. Le MNS ne peut être un porteur-chapeau en cas d'accident au regard des règles de droit exposées plus haut. Rappelons, pour information, que le BNSSA est un brevet de secouriste non inscrit au registre national des certifications professionnelles. C'est pourquoi le SNP propose de mettre les BNSSA qui veulent se professionnaliser en formation pour obtenir le BPGEPS AAN et devenir maître nageur sauveteur. Ainsi, le devoir d'application de la loi sera respecté dans l'esprit et dans la lettre. Par ailleurs, après formation, les BNSSA deviendront de véritables professionnels porteurs du titre de MNS et responsables comme il se doit dans le cadre d'une surveillance à plusieurs. Dans cette optique se pose aussi le problème des remplacements soit ponctuels soit annuels sur les week-ends par exemple de BNSSA en lieu et place de MNS. Le fait de proposer d'effectuer des remplacements à des niveaux de salaire au plus bas pour les MNS permet à certaines collectivités de détourner l'esprit de la loi vis-à-vis des services de préfecture en indiquant qu'ils n'ont pas eu de candidature et donc se trouvent en position légale pour recruter les BNSSA. Une solution simple permettrait d'éviter ce genre de dérive de plus en plus constatée, instaurer un salaire obligatoire 1,5 fois ou 2 fois supérieur à celui du personnel MNS de l'établissement le plus bas pour l'embauche d'un BNSSA. Cela motiverait, l'employeur à recruter des MNS avec tout l'intérêt que cela représente pour la structure, animation, enseignement, sécurité. Le panel d'intervention d'un maître nageur est largement supérieur à celui d'un BNSSA qui n'est là que pour faire de la sécurité et du sauvetage. Les compétences polyvalentes des MNS, sécurité, sauvetage, enseignement, entraînement, animation technique, alors on enlève entraînement pour les BPGEPS AAN, font qu'ils sont les seuls garants d'une sécurité maximum. L'aspect pression sur le chef de bassin provient aussi du fait que les budgets en restriction des villes mettent parfois le chef de bassin en difficulté sur sa demande de moyens. Il est clair qu'actuellement les politiques sportives sont revues à la baisse et donc le personnel de direction des établissements nautiques voit ses moyens diminuer. Un chef de bassin se doit de faire comprendre à sa hiérarchie l'intérêt d'avoir du personnel titulaire du titre de maître nageur sauveteur en centre nautique pour assurer la sécurité, pour dispenser des cours de natation, travail préventif à la noyade. Là, on parle des risques de noyade, on n'a pas parlé de la prévention de la noyade. Et là, c'est toute la force des maîtres nageurs qui, eux, interviennent en amont. Il doit pouvoir se référer à son équipe afin que les procédures mises en place dans la chaîne des secours soient rigoureusement respectées. Il est de son autorité de vérifier en permanence si chacun est formé et opérationnel, que le service est fonctionnel. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'on demande une disponibilité importante au chef de bassin, car il peut être amené à renforcer son équipe. D'où l'intérêt en introduction, comme prérequis, d'avoir le titre de maître nageur. C'est un travail d'équipe que de sauver des gens, il faut anticiper l'intervention afin justement d'être efficace et de sauver des vies. N'a pas été abordé le problème de l'intervention des MNS en milieu scolaire, qui, lorsque dans l'établissement on voit des enseignants, des parents intervenir, bénévoles, dans les séances sans le support d'un professionnel détenteur du titre de MNS, ne favorise pas le travail préventif de gestion des risques de noyade. Il est du ressort du chef de bassin de faire valoir d'une part à sa direction, à ses élus, d'autre part à l'éducation nationale du bien fondé d'associer les MNS au projet pédagogique des écoles et surtout de leur permettre d'intervenir pédagogiquement en association avec les enseignants. En réalité, sur le terrain, malgré les textes qui précisent le rôle moteur et central de l'enseignant dans la gestion des séances, de fait, de par ses qualifications, ce sont les MNS qui assument la plupart du temps les projets, qui gèrent les séances avec la bénédiction des enseignants. Que d'hypocrisie de la part de l'Éducation nationale. N'y a-t-il pas matière à associer les professionnels dans les débats qui visent à essayer de créer les conditions optimum du champ d'intervention de l'Éducation nationale dans le domaine de la natation afin d'éviter d'avoir un ministre qui rapporte en son temps ce constat alarmant mais réel, dont on a parlé ce matin d'ailleurs en assemblée plénière, un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant en sixième. Dixit M. Bernard Laporte, ministre des Sports de l'époque. Je pense qu'on est tout à fait dans la droite lignée de ce qui a été débattu ce matin. Par contre, là où on a un point très important, c'est le travail en amont. Et tout ce qu'on a pu nous présenter jusqu'à présent, c'est la surveillance et la sécurité. Le problème, c'est que nous, on est maîtres nageurs. Nous, on a un travail qui est en amont pour éviter d'arriver à la noyade. C'est l'une des clés prioritaires afin d'agir en amont pour réduire le risque de noyade en France. Le chef de bassin à son niveau se doit d'intégrer cette notion fondamentale et doit agir en ce sens au niveau local. Enfin, le rôle du chef de bassin dans le secteur privé, là je fais une petite digression, souvent DSP, donc pour le compte d'une collectivité territoriale, et qui n'entre pas dans le champ d'action de la fonction publique, mériterait d'être prise en compte. Cela afin de mettre en exergue les pressions qui sont exercées sur ce chef de bassin lorsqu'on lui impose des BNSSA à la place de MNS en raison des problèmes de masse salariale.
Rappelons au passage que les entreprises du secteur stricto-privé, donc dans le champ du commerce pur, ne conduisant pas à des missions de service public, ont une fâcheuse tendance à vouloir s'exonérer du champ réglementaire qui réglemente la sécurité des lieux de baignade d'accès payant, voire aussi l'enseignement de la natation dans ces établissements. Nous avons déjà dû intervenir un certain nombre de fois, ainsi que des inspecteurs de la direction départementale de l'ASC Sport et Cohésion sociale, pour revenir à l'application du cadre légal des conditions à la fois de surveillance et d'enseignement ou d'animation des activités proposées aux filières. Voilà. Après, je vous ai mis dans le dossier une petite digression, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une fonction, ce n'est pas un grade. Et il se trouve qu'un ensemble d'organisations syndicales a essayé de proposer au ministère, c'est en cours de travail, je dirais, un futur diplôme qui, dans la lignée du BPGEPS AAN, s'intitulerait le DEGEPS AAN, et qui, lui, par contre, de niveau 3, serait en capacité et en mesure d'assumer la direction d'établissements nautiques. Donc c'est un peu dans la lignée du chef de bassin, puisque la dénomination est assez floue, mais ça ouvrirait des perspectives de carrière et d'évolution de carrière à des maîtres nageurs qui sont sur un bassin de niveau 4, avec des diplômes de niveau 4, et nous pensons que c'est l'avenir par rapport à cette entre guillemets filière, qui n'est plus une filière actuellement. Puisque auparavant on avait des BE1, BE2, BE3, et qu'actuellement on a un BPGEPS AN, qu'ensuite on nous a collé, de par le fait d'une fédération, un DEGEPS option natation course, mais qui n'est pas en rapport et en lien direct avec le BPGEPS AN. Donc vous aurez sur la suite, je ne vais pas aller beaucoup plus loin si on doit maîtriser le temps, le pourquoi, le comment et l'historique de ce fameux DEGEPS AN de niveau 3 qui peut être une porte de sortie pour pas mal de maîtres nageurs qui ont déjà atteint un certain niveau et qui pourraient par ce biais accéder à des postes de direction de niveau 3. Voilà.